sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, messieurs et dames. Notre invité de ce matin, c'est le député Ouro Akpo Tchaniaho. Il est vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, également secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement. Monsieur Ouro Akpo Tchaniaho, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est pour moi un devoir civique. Voilà. Alors, ma toute première question, vous êtes un élu du peuple, mais plus précisément à Sokodé, disons dans le Tchaoudjo. Comment se portent les populations de votre fief? Non, je tiens à vous dire que ce n'est pas la pleine forme. La preuve, c'est que avant-hier, j'ai participé à l'insémination de l'enquête d'Afrobaromètre qui dit que la population de Tchaoudjo vit dans la torpeur puisque par rapport à la liberté d'expression, après enquête, ils se sont rendus compte que le taux est passé de 62% à 30%, c'est-à-dire qu'à 32%. Donc, une baisse de 30 points, ce qui explique la peur qui est imposée à la population de Tchaoudjo. La préfecture de Tchaoudjo aujourd'hui est dirigée comme un camp militaire. Aucune activité politique, surtout de l'opposition, n'est tolérée. Même le chef de file de l'opposition de passage à Sokodé a failli être empêché de rentrer dans la ville et rencontrer les populations, même aller rendre visite aux populations des victimes des brutalités militaires à Sokodé. Vous n'êtes pas sans savoir que notre militant, le secrétaire de la sous-section de Nada, a été molesté par les militaires qui sont allés le chercher à la maison. Ils l'ont amené dans la rivière, ils l'ont frappé, ils l'ont obligé à boire de l'eau sale, abandonné là-bas dans les gémissements. Et lorsqu'il a été récupéré par ses parents, il n'a pas survécu à ses blessures. Donc, Jean-Pierre on l'a amené à la rivière. Dans la rivière, il y a une rivière qui n'est pas loin, la rivière Ponjo, qui n'est pas loin de son domicile. C'est là-bas on l'a amené, on l'a frappé sérieusement, et l'obligé à boire de l'eau sale. Vous savez, dans la rivière, il y a de l'eau qui n'est pas dans le lit de la rivière. Oui. Et souvent, cette eau, c'est des eaux stagnantes, sales, et on l'a obligé à boire cette eau, histoire de faire que même si il n'est pas mort de ses blessures, c'est qu'il sera mort par infection. Donc, 3 jours après, il a rendu l'âme. Donc, il fallait, vous connaissez Jean-Pierre Fabre, toujours, il ne laisse pas ses militants, il ne laisse pas, en tout cas, les victimes. Donc, il a voulu aller rendre visite à la famille, mais le préfet de Tchaoudjo a voulu empêcher. Et nous avions été vraiment fermes là-dessus. Nous nous sommes opposés à ce dictat, parce que le préfet arguait qu'il y a un problème entre le PNP et l'ANC, et que les militants du PNP détiennent des armes, et que si on laisse Jean-Pierre Fabre arriver dans cette situation, ils vont tirer sur lui. Vous voyez, nous avions protesté avec beaucoup de véhémence contre ces propos mensongers et surtout dénués de tout fondement. D'un représentant. L'affaire de détention d'armes, ça ne date pas de la dernière fois, lors de la tournée début juin de votre président national. Mais c'est une honte pour moi que des militaires disent qu'ils n'ont pas retrouvé des armes, si réellement ces armes-là ont disparu, parce que les militaires sont formés pour retrouver des armes perdues. Alors si depuis 1 an, on nous dit qu'il y a des armes qui circulent, qu'on ne les retrouve pas, alors qu'on nous a montré à la télévision togolaise, de la TVT, qu'on a récupéré les armes. Dans les villages, on est allé surtout dans les domiciles, on a retrouvé les armes qu'on nous a montrées avec des faux billets, en tout cas des anciens fusils, même des coupes-coupes qu'on nous a brandis, qu'on a retrouvé les armes. Alors aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a encore des armes qui circulent, rien que pour empêcher l'activité politique, surtout de l'opposition. Et
embrigader la population de Tchaoudjo, parce qu'on sait que c'est une population. Il paraît qu'à l'époque, qui est libre. Il a dit qu'il y a eu des munitions et d'autres armes, en plus de celles qu'on aurait récupérées. Je vous dis qu'ils ont organisé une expédition pour récupérer ces armes. Ils sont allés dans toutes les maisons, dans toutes les chambres, dans tous les quartiers, dans tous les villages, jusqu'à Paratao. Ils sont allés ramasser même les anciens fusils, les coupe-coupe, les fusils de chasse, les coupe-coupe, tout, ils ont tout ramassé et ils ont exposé à la télévision togolaise qu'ils ont récupéré les armes. Mais après, on vient aujourd'hui nous dire qu'il y a encore des armes qui circulent. Alors, par rapport à cela, c'est le mensonge d'État qui a été érigé depuis l'avènement de Gnassingbé Yadema jusqu'à Gnassingbé fils. C'est comme ça que ce pays a été dirigé, dans le mensonge. Oui, maintenant, vous êtes député de la localité. Ce qui est sûr, les populations qui vous ont élu vous font confiance et vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez pu faire dans ce sens pour que si, d'aventure, il restait encore une arme, peut-être en détention illégale, que cela soit rétrocédé? Donc, ou disons, vous voulez me demander d'aller chercher des armes qui n'existent pas? Ce n'est pas ce que je Parce que je vous dis qu'il n'y a pas des armes en circulation. C'est un mensonge d'État qui a été organisé. Et moi, je suis outré. Je suis outré parce que on ne peut pas nous dire qu'il y a des armes qui circulent et qu'on ne retrouve pas. Voilà. Ça veut dire que notre armée n'est pas digne de confiance, alors que c'est faux. Nous avions des militaires bien aguerris, bien formés, qui savent ce qu'ils font. Sauf qu'on est en train de mentir dans leur compte qu'ils ne sont pas capables de retrouver des armes. Tout simplement parce qu'on veut noyer toute une population, qu'on a catalogué de je ne sais quoi, que des armes circulent, alors que c'est faux. Vous savez, en pays thème, nous avions une culture, c'est l'honnêteté. Nous sommes honnêtes et nous n'aimons pas du tout le mensonge. Le mensonge est proscrit. Parce que c'est pour ça que nous sommes des hommes libres. On nous dit que nous sommes des Kezembia. Des Kezembia, ça veut dire que c'est des gens honnêtes, libres, qui ont la conscience tranquille. Alors, on veut maintenant nous cataloguer pour des raisons que je ne vais pas... alors, monsieur Ourouakpo Tchaniao, alors, ça veut dire que la vie à la normale n'a pas encore... Non, pas du tout. À Sokodé, dans Tchaoudjo? Non, bon, la vie à la normale... Les gens ont repris des activités, mais il y en a qui se cachent toujours. Je vous rappelle que... Ceux qui avaient fui ne sont pas encore rentrés. Il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés. Il y a beaucoup qui sont encore au Bénin, au Ghana, qui ne sont pas rentrés. Et il y en a qui sont rentrés, mais qui ont peur. Je vous dis que Afrobaromètre, le vendredi dernier, a apporté l'information que le taux de la liberté d'expression à Sokodé a baissé de 30 points. C'est significatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Sokodé, les gens ont peur de s'exprimer. Alors, si les gens ont peur de s'exprimer, ça veut dire que les gens ont peur de se faire identifier ou de se faire voir. Ça veut dire qu'on leur a imposé une volonté de silence. On les empêche de s'exprimer. Et même, nous les politiciens, on nous empêche d'organiser des activités donc vous ne faites plus des activités politiques dans le Tchaoudjon? Non, pas du tout. Aucun en tant que député? Même député? Même député. Donc, ça dit que c'est une situation difficile que nous vivons à Sokodé. Aucune activité politique n'est tolérée. Je vous dis que le chef de file de l'opposition a failli être empêché de traverser la ville. Le préfet nous a dit clairement qu'il va envoyer ces gendarmes qui vont l'accueillir à l'entrée de la ville et le conduire directement à l'hôtel. Vous voyez, le chef de file de l'opposition, une institution d'État. Voilà le comportement que le préfet, le colonel Mompion, qui nous piétine à Sokodé comme si nous sommes dans un camp militaire. Et maintenant, vous, en tant qu'élu de l'ANC, est-ce que l'ANC au moins arrive à faire des activités au niveau des sections, disons, vos fédérations? Au niveau des sections et des fédérations, parce que pour des réunions qui se tiennent dans les domiciles privés, ils ne peuvent pas nous empêcher. Et c'est ce que nous faisons. Nous avions été obligés de réunir toutes les sections, puisque l'objectif de la tournée de Jean-Pierre Fabre, c'était l'évaluation et l'inspection de nos structures de base. Donc, on était obligé de les réunir dans une maison qui fait office de siège de la section de Didaouré. C'est là-bas que nous avions tenu nos réunions. Je voudrais, si vous permettez, rendre hommage à Siba Johnson. Le président de Rejad. Le président de Rejad. Qui est incarcéré depuis. Oui, parce qu'il a fait un travail très, très, très important et louable à Sokodé. C'est lui qui a permis de découvrir l'atrocité, le niveau de l'atrocité
de la barbarie militaire qui a été imposée à la population de Sokoré dans le mois de septembre 2017. Et pour ces raisons, aujourd'hui, il est incarcéré et je tiens à lui rendre hommage mérité, que la population de Sokoré ne va jamais l'oublier. Vous savez, Sokoré, on ne peut pas l'éteindre. C'est vrai, nous allons pardonner, mais nous n'allons pas oublier. Parce que ce qui s'est passé à Sokoré. Honorable, véritablement, c'est une émission pleine d'émotions ici. Retenez-vous bien et maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Et puis, aidez les Togolais quand même à comprendre. Messieurs, dames, c'est très difficile ici à supporter en studio. Cependant, nous revenons avec notre invité. On va devoir quitter la ville de Sokodé. Non, je tiens à dire sincèrement. Parce que ce qui s'est passé à Sokodé, il faut que je le dise. Vous savez, le chef du quartier de Salemdé a été battu tout simplement parce que les jeunes de Salemdé se sont organisés pour empêcher que la maison d'un cadre de Inir soit brûlée. Parce qu'il y a 2 maisons, il y a 2 cadres qui ont de belles maisons à Salemdé. La première a été brûlée. Mais le lendemain, à 5 h du matin, le chef sortait de la prière quand les militaires l'ont encerclé. Et le chef qui commandait dit, c'est le chef, tuez-le. On l'a frappé, vous savez comme on frappe Kakarakala avec tapette. C'est comme ça qu'on l'a frappé, le chef de Salemdé. Difficilement, il a pu se relever. Toutes les maisons ont été cadrées. À Salemdé, on a frappé tout le monde. À Tchawanda, on a frappé tout le monde. Il y a eu des morts. Et ce qui est encore plus grave, c'est des gens du Nord qui maltraitent les gens du Nord à Sokodé. Le jeune de Parataou qui a été tué à bout portant, c'est un officier, un homme du Nord qui l'a tué. Le jeune qui a été frappé devant la station d'essence, c'est plus de 17 militaires qui sont rieux sur lui, ils l'ont frappé à mort. Oui, donc, mais au même moment, il y avait eu des actions peut-être qui ont enclenché cela, c'est-à-dire que des civils auraient aussi molesté jusqu'au sang des militaires. Non, mais et cette image a circulé. Non, soyez sérieux. Vous savez, lorsque vous empêchez les gens d'exprimer leur liberté et leur frustration, à un certain moment, ils réagissent. Mais est-ce qu'on est arrivé là-bas? Mais je vous dis que ça n'a pas commencé cette année. Voilà. Vous vous rappelez. Honorable Oro Akpo-Tchaniao, votre préfecture, il y a quand même une ville tampon entre elle et la ville de Kara, c'est Bafilo. Alors, Bafilo est en état de siège aussi. Quelle est la raison? Mais moi, je ne comprends pas la raison. Personne ne peut comprendre la raison. Parce que c'est la même chose, parce que c'est des gens qui expriment leur frustration. Vous savez, au cours du règne de Gnassingbé et Yadema, le peuple Kotokoli et surtout le peuple Tem n'ont pas bénéficié. Et vous vous rappelez, Aïva Zarifou, lorsqu'il a créé le PDR, il avait un slogan, il dit « Sabrini ». C'est-à-dire que c'est une frustration qu'il exprime. C'est comme nous sommes ensemble battus. Maintenant, quelqu'un a pris le butin pour aller déposer lui seul dans l'arbre qu'il mange. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque Gnassingbé et Yadema venaient au pouvoir, il n'était pas seul. Mais quand il a pris le pouvoir, il a écarté tout le monde. Vous vous rappelez, en 1946, Aïva Derman, le père de Zarifou, avait dit, lorsqu'il créait le CPN, que c'est parce qu'au nord, nous n'avions pas de cadres. À Sokodé, nous n'avions pas ni d'avocats, nous n'avions pas d'aviateurs, nous n'avions pas de médecins, nous n'avions pas de juges, nous n'avions pas de cadres formés. En 1946. Oui, mais aujourd'hui, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Parce qu'on ne peut plus nous étouffer, nous allons parler. Aujourd'hui, à Sokodé, nous avions combien de juges? Combien d'avocats? Combien d'aviateurs? Combien de médecins? Même l'hôpital de Sokodé est dans une situation de délabrement total. Et vous ne pouvez pas supporter. Et c'est dans l'approche contractuelle depuis vendredi dernier. C'est ça. Oui. Ça, c'est un échec. Je vais terminer. Donc, cette frustration que la population est en train de vouloir exprimer, il faut la laisser s'exprimer. Quand le général Yark Dameyan disait la veille de la manifestation que le PNP, c'est quoi? Mais il n'avait pas besoin de le dire. Il avait tout simplement encadrer les manifestations et que ce qui est arrivé aujourd'hui ne serait pas arrivé. Tous ces morts-là, on ne devrait pas les avoir. Donc, quand le ministre de l'économie et des Finances dit que c'est les manifestations violentes qui ont organisé la violence dans ce pays. Oui, les manifestations violentes qui ont été exacerbées par des actes de vandalisme. Alors, monsieur Oro Akpo-Tchaniao, vous êtes un des responsables au niveau de l'ANC. L'ANC, parti membre de la coalition des 14, les différentes manifestations. Pourquoi avez-vous
ordonné à vos militants de vandaliser les biens d'autrui. Joachim, je vous connais, je vous respecte. Peut-être que vous prêchez le faux pour avoir le vrai. À l'ANC, on n'a jamais ordonné de faire les violences. Même quand on nous cherche. Vous vous rappelez, en 2010, je fais partie de ceux-là qui ont été renvoyés à l'Assemblée nationale. Mais Jean-Pierre Fabre n'a jamais utilisé la violence pour obtenir le résultat. Nous avions porté plainte partout. Nous sommes allés à l'UIP, nous sommes allés à la Cour de justice de la CEDEAO, on nous a donné raison. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas été dédommagés. Alors, après, on nous a poursuivis au niveau des incendies des marchés. Nous ne sommes pas liés aux incendies des marchés, mais nous avions été arrêtés, nous avions perdu Etienne Akanou. Beaucoup de nos militants ont quitté le pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions fait comme violence? Rien. Nous avions subi la violence d'État, l'injustice et l'arbitraire. Mais nous sommes toujours là. Jean-Pierre Fabre, sa voiture a été cassée la dernière fois. Et vous avez vu, vous avez les photos. On a tiré sur son véhicule. Et Éric Dupuis a échappé à la mort devant... on a tiré dans son... Alors qu'on sait que les grenades lacrymogènes ne doivent pas être tirées dans un milieu étanche. Parce que cela étouffe. Ça crée la mort. C'est ce qui a été fait avec le véhicule de Jean-Pierre Fabre. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions protesté par écrit et par la voix. Nous n'avions jamais pris les armes. Nous n'avions jamais créé une situation de guerre dans ce pays. Pourtant, nous sommes pourchassés jusqu'à dans nos maisons. Dans la maison de Jean-Pierre Fabre, vous avez suivi, on a tiré sur les gens, on a fracassé la porte. Nous étions là une fois, on a tiré jusqu'à 90 grenades lacrymogènes dans sa maison. Nous étions là. Mais qu'est-ce que nous... Alors, c'est nous qui subissons la violence d'État. Vous savez, un capitaine a frappé dans le dos de Jean-Pierre Fabre, dans ce pays. Devant l'église, au niveau de la CNTT. Mais c'est nous qui subissons la violence. Chaque fois que nous manifestons et on encadre les manifestations, vous aviez suivi, il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est quand on nous empêche, et parfois même c'est eux qui nous infiltrent, ils créent des situations pour pouvoir nous mater. C'est ce qui se passe. Oui, mais quand même, aujourd'hui, le ministre de l'économie, lui, il dit, devant vous, même élu du peuple, que les manifestations politiques ont impacté négativement l'économie nationale, ce qui oblige donc à aller à ce qu'on appelle le rectificatif budgétaire. Vous savez, les Anglais disent, as you make your bed, so must you lie on it. La façon dont vous faites votre lit, c'est de la façon que vous allez vous coucher. Le ministre se ment lui-même. Il se ment lui-même. Parce que tout le monde savait, tous les observateurs honnêtes savaient que le taux de croissance sur la base duquel ils se sont basés pour faire des projections et faire des prévisions pour le budget de 2018 ne pouvait pas être réalisé. L'assiette de remplacement, c'est le taux de croissance. Le dernier rapport du FMI en novembre disait que le taux de croissance de 2017 ne peut pas dépasser 4,2%. Et les prévisions les plus optimistes mettaient le taux de croissance de 2018 à 4,5%. Mais ils se sont entêtés pour proposer les prévisions sur la base d'un taux de croissance de 5%. Nous avions repris l'explication de vote de la présidente du groupe parlementaire ANC. En décembre 2017, lors du vote, en première ligne, elle a dit que le budget n'était pas sincère parce que les hypothèses sur lesquelles ils se sont basés pour faire des projections étaient fausses. Et quelles en étaient les causes selon vous? Mais les causes étaient, tout le monde savait que la crise sociopolitique que le Togo traversait était profonde, qu'il fallait s'arrêter pour les régler. Mais ils ont refusé parce qu'ils ont minimisé cette crise-là. Ils ont même dit que nous allons marcher, on va nous laisser marcher et que ça n'a aucun effet sur l'économie. Alors, des conseillers du chef de l'État étaient sortis à plusieurs reprises à l'époque pour annoncer que chaque manifestation en jour ouvrable faisait perdre 1,5 milliard. Mais il fallait choisir entre le règlement de la crise ou laisser la crise continuer pour leur permettre de détourner les fonds comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, ce taux de croissance, quand vous regardez dans l'exposé des motifs, les 3 points qu'ils ont avancés pour faire le rectificatif, c'est un seul point qui est juste. Tous les autres étaient faux. On nous dit que c'est les négociations avec les enseignants. Qu'à cela ne tienne, la crise avec les enseignants n'a pas commencé en 2017. La crise existait. Oui, mais elle a été plus dure. Mais elle a été plus dure en 2017. Raison de plus pour en tenir compte.
dans le budget de 2017. 2018, nous avions donné la parole en 2016 au ministre de l'Éducation, Komi Tchapele, à l'Assemblée nationale, de nous expliquer les raisons et de voir avec les députés que nous sommes, parce que plus de 40% des députés ont eu à faire une carrière des enseignants. Nous sommes prêts à le soutenir. Pendant 30 minutes, il n'a pas été en mesure de nous dire les vraies raisons qui poussaient les enseignants à manifester. Vous étiez là. Ensuite, 2016, ils n'ont pas tenu compte. 2017 est arrivé, ils n'ont pas tenu compte. 2018, il ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que c'est ça qui est à la base. Ils ont conclu un accord récemment avec les enseignants. Oui. Ils ont conclu un accord avec les enseignants. Et le montant, ça fait 1,2 milliard. Souvenez-vous qu'ils ont fait des coupes. Après qu'on ait changé le ministre de FNFI, ils ont fait des coupes. Et aujourd'hui, on se rend compte que le FNFI a des réserves jusqu'à 8 milliards. Donc, ce qui était prévu, les 5 milliards qui étaient prévus pour augmenter les fonds de FNFI, ils ont coupé 2,5 milliards. Les 2,5 milliards pouvaient suffire pour résoudre les problèmes des enseignants et les universités. Mais non. Donc, et où allait l'argent de FNFI? Oui, c'est au profit des femmes. Non. Oui, vous le savez. Et vous avez oublié les 400 000 des journalistes aussi. Mais s'il vous plaît. Mais même ça concerne les journalistes. Oui, non. Ah, voilà. S'il vous plaît. Ah, voilà. Mais 400 000 francs pour combien de personnes? Mais c'est pas ça seulement. Vous savez que ce régime fonctionne sur la base du clientélisme, de l'affairisme et de l'ethnicisme. Voilà, donc la troisième, tout ça là, l'affairisme et le clientélisme, c'est ça qui agit sur la mauvaise gestion des fonds. Et aujourd'hui, ce qui nous a choqués au niveau de l'Assemblée nationale la dernière fois, c'est que c'est maintenant qu'ils ont commis un cabinet qui va venir analyser la manière dont les finances publiques sont gérées pour faire en tout cas des économies. Ce que nous avions dit, vous prenez lors de l'étude des budgets, que ce soit Jean Kissi du CAR, que ce soit Omé Gogué, le professeur Omé Gogué, que ce soit Madame Isabelle Améganvi et moi-même, tout ce que nous avions dit, les explications de vote du groupe parlementaire, vous rassemblez, nous avions toujours dit, en 2014, on a attiré leur attention sur les préfinancements. Mais ils se sont enrichis énormément à travers les préfinancements. Tout le programme de SCAP, pour moi, est un programme d'enrichissement illicite. Ils se sont enrichis énormément. Ah non, mais quand même, c'était pour accroître la croissance. De 2013. Oui, et également pour voir l'emploi dans le pays. Est-ce que la croissance a été promue? Est-ce que l'emploi a été promu? Mais non, tous les objectifs de la SCAP n'ont pas été réalisés. Tous les axes de la SCAP qui avaient été proposés n'ont jamais été réalisés. Et ils ont endetté le pays, malgré le PPTE qui était arrivé en 2010, n'est-ce pas? En 2011. Oui, c'était en décembre 2010. La dette publique du Togo était évaluée à 1244 milliards en 2010. Et que le PPTE a permis la réduction de 80% de la dette extérieure. Oui, s'il te plaît, c'est très important cette partie. Alors, lorsque la dette est revenue à 760 milliards en 2010, en 2015, 5 ans après, on s'est retrouvé à plus de 1536 milliards d'endettement du pays. Et en 2017, on était à plus de 2200 milliards. C'est soit 80,8%. Alors que le plafond, c'est 70% de taux d'endettement, faisant le Togo le pays le plus endetté. J'ai participé à un séminaire à Abuja la dernière fois sur le processus de la monnaie unique. Mais les pays anglophones se plaignent de l'indiscipline dans la gestion des finances des pays francophones. Ils ne respectent pas les critères de convergence. En l'occurrence, le Togo, oui, qui est le pays le plus endetté. Vous reconnaissez tout de même que les manifestations politiques ont impacté l'économie nationale. Mais c'est tout à fait normal. Et on leur avait dit, arrêtez. Vous vous rappelez au lendemain des manifestations de Sokodé, lorsque nous sommes retrouvés à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, avait pris la parole. Il a dit au président de l'Assemblée, séance tenante, toutes ces stations d'activité, nous devons résoudre le problème posé par les Togolais. Mais les députés unis ont crié sur lui. Quand il disait que le pays est à feu et à sang, déjà mort, déjà meurt, des députés ont dit qu'il n'y a pas de mort. J'ai demandé... Des députés ont dit qu'il n'y a pas de mort. Je ne veux pas donner le nom. Mais vous pouvez voir comment j'ai réagi ce jour-là, parce qu'il y avait déjà 2 morts à Sokodé.
Il y a une question que je n'ai pas posée au président de l'Assemblée nationale et je regrette jusqu'à présent. Je voulais lui demander combien de morts il faut au Togo pour que les députés unis soient sensibles, pour comprendre la situation du peuple togolais. Combien de morts il faut encore? Mais quand Jerry Tama dit qu'il faut une masse critique de morts, je suis vraiment désolé. Il ne l'a pas dit, du moins, oui, mais quand même, parlant bien sûr de Jerry Tama. Alors, honorable, vous êtes un acteur politique. Monsieur Jerry Tama est un homme politique, candidat à la dernière présidentielle. Voilà qu'il a été accueilli à Bruxelles samedi avec des œufs pourris. Quelle appréciation faites-vous de cet acte de nos compatriotes? Mais c'est pas du nouveau. Ça, ce n'est pas un événement. Mais plusieurs hommes politiques ont subi ça. Jean-Pierre Raffarin, il a été enfariné. Emmanuel Valls, même Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a poussé à traiter les jeunes de la banlieue de Paris de racailles? Il n'est pas le premier, ça. Même à l'Obé ici, Gilles Christ Olympio. Mais, donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas. Quand vous posez des actes qui heurtent la conscience des faibles, qui n'ont pas, en démocratie, n'ont pas d'autres moyens, soit de vous huer, soit de vous, je sais. Mais les œufs pourris, face aux grenades lacrymogènes et aux armes qu'on tire sur nous. Qu'est-ce que vous... Mais on a tiré sur Jean-Pierre Fabre ici, à Djidogomé. Oui. Mais qu'est-ce que Jerry Tama a fait? Il s'est moqué de son chauffeur. Que c'est les grenades lacrymogènes et puis Tremblay pleure. Mais j'ai été surpris que lui, il a pris la fuite devant les œufs pourris. Ah il a fui. Il a failli même laisser ses chaussures en courant. Mais vous savez, l'enfer... Ça vous fait plaisir? Non, ça ne me fait pas plaisir. Je suis surpris. Connaissant Jerry Tama par rapport à son ironie, je ne pensais pas que lui aussi il va fuir devant les œufs pourris. Mais ce jour-là, vous avez vécu avec Jean-Pierre Fabre ce qui s'est passé à Djidogomé. C'était un assassinat programmé. Et son chauffeur, Dieu seul sait comment il a réussi à sortir Jean-Pierre Fabre du blocage de 2 voitures de gendarmes. Comment il est sorti dans un trou de souris. Lui-même, il n'en revient pas. Il a vu la mort. Mais ça n'a pas empêché Jerry Tama de se moquer de lui. Oui, maintenant. Vous savez, est-ce que l'acte posé par les concitoyens, je vous dis, Jerry Tama doit assumer. Moi, je l'ai suivi ici, et Joachim, vous l'avez suivi au moins 3 fois. Je vais vous rappeler certains événements. Lorsque, après le conclave, qui a désigné les candidats uniques, il est passé ici, il vous a dit, pourtant il a suivi le conclave, jusqu'à la désignation de Jean-Pierre Fabre comme candidat unique. Mais il dit que lui positionne sa candidature à titre conservatoire. Devant vous ici, j'ai dit jusqu'à présent, je n'ai pas compris comment on peut être candidat à titre conservatoire. Ça, je ne l'ai pas compris. Ça, c'est un. Mais il a participé à l'élection. Voilà, j'en viens. Lorsqu'il a finalement, la liste des candidats est sortie, il a été le premier candidat que vous avez reçu ici. Ce jour-là, il a dit, à l'époque, l'ANC se battait sur le fichier électoral pour montrer au monde entier que le fichier électoral comportait des doublons. Il a dit cette phrase-là, et je voudrais que vous me confirmiez que parler du fichier électoral est une hérésie. Parler du fichier électoral est une hérésie. Ici, je l'ai noté. Donc, chaque fois, il se comporte comme l'opposant de l'opposition. Alors, voilà, les jeunes de Doufelgo estiment que vous serez les persona non grata au niveau de la préfecture. Alors, notamment, M. Jean-Pierre Fabre, qu'est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que cela suscite en vous? Alors, on marque la pause et on revient tout de suite. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Nous sommes en direct, messieurs et dames, avec notre invité de ce matin, monsieur Ouro Akpo-Tchaniaho, vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Alors, la loi rectificative a été votée sans l'aval de l'ANC, mais je crois que la caravane, le chien en bois, la caravane passe. C'est le danger au Togo, nous avions constaté. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que nous avions constaté que la volonté manifeste du pillage des ressources du pays s'exprime encore davantage. Vous vous rappelez, dans les explications de vote, nous avions dit que depuis 4 ans, la SNPT n'a pas versé de dividendes à l'État togolais. Ça fait 4 ans, depuis 2014. C'est une structure où il y a les grèves intempestives. Non, ce n'est pas ça. Ils vendent, ils font des bénéfices énormes. Et même dans la loi rectificative, on a constaté que les prévisions pour les impôts
au niveau du PNP ont augmenté. Ça veut dire que... De la SNPT. De la SNPT a augmenté. Donc ça veut dire que l'entreprise se porte très bien. Sauf que lorsque nous avions poussé, à savoir, parce que l'année dernière, lors de l'étude budgétaire, nous avions poussé le ministre de l'économie et des finances et le DG du Trésor pour nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe avec la SNPT. Parce que normalement, il y a un comité de surveillance qui gère les sociétés d'État. Mais toutes les sociétés d'État sont dans une situation gravataire. Mais par rapport... À cause de la crise politique. Non, je vous dis que c'est la mauvaise gestion qui caractérise... Oui, mais c'est pas ce que le ministre Yaya dit. Oui. Alors, on nous dit aujourd'hui, et c'est le ministre Yaya lui-même qui nous a rapporté ça, qu'après confrontation, que la SNPT déclare avoir avancé 8 milliards en crédit TVA à l'État togolais. Quand? Comment? Et par qui? Personne ne sait. Vous savez, ça c'est une violation manifeste de l'article 4 de la loi organique portant loi des finances. Parce que l'article 4 dispose qu'aucune recette ne peut être liquidée. Aucune dépense ne peut être organisée si elle avait été prévue par la loi des finances. Et quand cela ne tienne, si cela arrive, c'est que le gouvernement est obligé de faire un projet de loi rectificatif pour intégrer ces dépenses ou ces recettes. Depuis 2014. Oui, maintenant c'est prévu quand même que ces lois rectificatives interviennent par moment. Je vous dis, depuis 2014 que nous sommes à l'Assemblée, nous n'avions jamais été, nous n'avions pas eu vent des 8 milliards que la SNPT aurait avancé à l'État togolais. À quel moment et à qui? On ne sait pas. Aujourd'hui, on vient nous informer. Vous n'avez pas de traces? Il n'y a pas de traces. Ni la Cour des comptes, n'est-ce pas? Ni le Trésor public, ni le ministre de l'économie et des finances n'est informé, sauf le vendredi qu'on nous informe. Donc, ça dit que ça c'est un détournement à ciel ouvert. Il faut que la Cour des comptes... Et quand vous avez posé la question, quelle a été la réponse du ministre par rapport à ces billes dont vous parlez? Non, mais vous savez, je ne peux pas vous donner les détails. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai été interloqué et que je dis que cette affaire prouve à suffisance que les habitudes de la maison n'ont pas changé. Les habitudes de la maison n'ont pas changé. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que tout ce qu'ils ont détourné au cours de la période de la SCAP de 2013 jusqu'à 2017, si le régime reste jusqu'en 2015, par rapport à la jurisprudence, parce qu'ils nous disent que la jurisprudence au Togo, c'est que si vous avez détourné, qu'après 5 ans, on ne vous traduit pas devant la justice, ça veut dire qu'il y a prescription de l'affaire. Vous êtes amnistié? Non, l'affaire est prescrite. Il y a un premier ministre qui a bénéficié de ça dans ce pays. Donc, et c'est pour ça qu'ils continuent et ils tiennent vaille que vaille pour que Faure Gnassingbé soit jusqu'en 2020, pour que tout ce qu'ils ont fait, les pillages, les détournements, tout ce qu'ils ont fait jusqu'en 2015, que ça tombe dans le délai de prescription. Oui, délai de prescription, qu'est-ce que cela voudra dire? Ça veut dire... C'est-à-dire, si aujourd'hui je détourne de l'argent, oui, en français facile, allez-y. Si vous détournez de l'argent aujourd'hui, c'est 2018, n'est-ce pas? Et que 5 ans après, c'est-à-dire jusqu'en 2023, si vous n'aviez pas été traduit à la justice... Je n'ai pas été poursuivi. Vous n'avez pas été poursuivi pour ce crime, ça veut dire que l'affaire est prescrite. On ne me poursuivra plus. C'est fini. On ne me poursuivra plus. C'est fini. Ah bon? C'est pour ça que... oui, cette loi-là, elle existe. Non, c'est une jurisprudence. Ça existe, c'est une jurisprudence. Je vous dis qu'il y a un premier ministre qui a bénéficié de ça. Il y a un premier ministre qui a été arrêté. Donc, si personne n'est inquiété par rapport aux 26 milliards de la route Lomé-Vaughan, jusqu'en 2020, c'est fini. Alors, ce serait fini? C'est fini. Personne ne se... C'est fini. Oui, mais est-ce que cela peut être ressuscité si peut-être... Mais bien sûr. Le pouvoir... Mais bien sûr. Rappelez-vous l'affaire Klaus-Barbie. Après le procès de Nuremberg, Raphaël Klaus-Barbie a été arrêté en Amérique latine, il a été jugé. C'est-à-dire qu'il peut avoir une cour spéciale pour des affaires, pour des crimes économiques comme ça, il peut avoir une cour spéciale. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui continuent par détourner, piller, croyant qu'ils peuvent se cacher, ils se trompent. Ils se trompent. Aujourd'hui, le monde... Je comprends très bien tout ce que vous êtes en train de révéler. Vous êtes les élus du peuple, c'est-à-dire, nous vous avons mandaté. Alors, c'est-à-dire que vous n'assumez pas votre rôle pour défendre la population et avoir la clarté nécessaire par rapport à la gestion qui est faite du denier public. Vous avez raison, mais ce n'est pas comme ça, parce que nous sommes dans un état de séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif que nous assumons, et le pouvoir exécutif.
nous tous, nous devons contrôler l'action du gouvernement. Mais il y a la Cour des comptes. Mais souvenez-vous que depuis que la Cour des comptes a été mise en place depuis 2014, le chef de l'État n'a pas permis à ce que cette Cour des comptes fonctionne normalement. Est-ce que finalement elle a eu son président? Le président existe, c'est un certain Edo, mais qui n'a jamais prêté serment devant le chef de l'État. Depuis 5 ans qu'il est. Il va bientôt finir son mandat sans avoir prêté serment auprès du chef de l'État. Parce qu'il faut que lui, il prête serment auprès du chef de l'État pour que le chef de l'État le renvoie à ses responsabilités. Pour que lui, il vienne recevoir le serment des greffiers de la chambre correctionnelle de la Cour des comptes pour que désormais le rapport de la Cour des comptes puisse produire un effet de droit. Aujourd'hui, la Cour des comptes est une coquille vide. Donc, nous les députés, nous ne pouvons pas nous permettre d'aller fouiller dans les comptes de l'État. C'est la Cour des comptes qui doit le faire. C'est le cas. Vous mettre les documents à disposition. Voilà. Mais vous c'est le cas c'est comme la SALT. Depuis que la SALT existe, elle n'a jamais rien apporté comme dividende au niveau de l'État. Rien. Même l'aéroport, le nouvel aérogare a été construit avec, on nous dit que le trafic a décuplé, mais aujourd'hui c'est le déficit. Le déficit. Au niveau du budget, oui, c'est ce que nous ressentons. Même on nous dit que tout le matériel roulant a été remplacé en 2016. Et en 2017, la SALT n'a rien apporté. Depuis que nous sommes là, la SALT ne rapporte pas grand-chose au budget de l'État. Et c'est pratiquement la même chose pour les sociétés d'État. Le port, on n'en parle pas. Vous savez, les bateaux qui sont en rade au niveau du port rapportent minimum 2 milliards par an. Ça, c'est une activité qui ne fait pas partie des activités principales du port. Et c'est un plus, c'est quand même. C'est un plus, mais le port n'a jamais versé plus de 1,5 milliard comme dividende à l'État. Finalement. Alors, face à tout ceci, qu'est-ce que... Mais il faut... oui, puisque vous êtes de la mouvance ANC, opposition parlementaire, qu'est-ce que vous demandez, préconisez pour qu'il y ait la transparence dans tout et qu'on n'aille pas d'année en année il n'y aura pas de transparence parce que c'est ce qui caractérise la gestion de ce gouvernement. Il faut les remplacer tout court. C'est pour ça que nous demandons l'alternance. En allant aux élections, tel que Jerry Tama a proposé. Mais pas dans ces conditions. Oui, il a dit quand même préparez-vous à aller aux élections. Non, on ne se prépare pas lui-même. Pour que 2020, vous puissiez gagner la régulière. Le RPT et Faure Gnassingbé n'ont jamais gagné les élections. Il le sait. Il était aux élections de 2015. Il nous accuse, nous, à l'ANC, de n'avoir pas protesté contre les résultats alors que nous avions pondu un mémorandum. Et la phrase introductive de notre mémorandum, c'est que les résultats des élections de 2015 sont sortis du cadre légal. Et il le sait. Quand on dit que les résultats sont sortis du cadre légal, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est Bawara qui est venu avec... Vous vous rappelez, les deux chefs d'État du Ghana et du John Mahama et Alassane Ouattara étaient arrivés. Le soir, parce qu'il y avait un blocage au niveau de la CENI. Ils ont demandé à ce que la CENI continue le travail pour préparer les résultats et envoyer à la Cour constitutionnelle. Et la directive 047 disposait que les résultats doivent être recueillis en plénière. Et que, selon le code électoral, c'est la plénière qui proclame les résultats. Donc vous n'êtes pas dans la disposition d'aller aux élections? Pas à n'importe quel prix. Il faut, ça dit que... mais la Cour constitutionnelle a donné les signes. Oh, mais vous connaissez la Cour constitutionnelle, elle sait toujours fourvoyer. Vous vous rappelez, Abdou Assouma a donné 2 réponses pour la même question en 2010 et en 2015 par rapport au corps électoral et par rapport au vote. Et donc, vous avez vu, il a corrigé les résultats de 2015, ce qui n'est pas de ses prérogatives. Parce que quand Tafa Tabiou a donné les résultats, ça ne faisait pas 100%. Mais Abdou Assouma les a corrigés avant de proclamer. Et après la proclamation, il a dansé avec un mouchoir blanc. Donc, c'est un militant de UNIR. Bon, ça se raconte qu'il aurait participé à une marche. Pas confiance? Non, mais il n'a pas participé à cette marche. Il y a eu quand même des actions en justice contre les gens. C'est ce qui s'est dit. Dans tous les cas, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle, qui est censée garantir le bon fonctionnement des institutions et garantir la constitutionnalité des lois, n'a jamais fait respecter ses prérogatives. La preuve, c'est que un avis de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale l'a violé sans que personne ne puisse crier gare. Rappelez-vous, lorsque les députés de l'opposition ANC ont déposé la proposition de réforme, le président de l'Assemblée a violé
cet avis et l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais personne n'a rien dit. Alors, 22 21 80 99 92 02 80 63. Nous allons prendre le premier intervenant qui est en ligne. Allô? Bonjour, Jachin. Oui, bonjour, Kanidek. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Kanidek. Bon, honorable, s'il vous plaît. Bon, chaque fois qu'il y a problème de budget, bon, quand on vote le budget, bon, vous intervenez bon, pour nous expliquer les choses bon, que nous comprenons aisément. Bon, qu'est-ce qui fait que bon, et ceux qui sont dans la commission avec vous n'arrivent pas à vous comprendre les amendements que vous portez? Bon, est-ce que c'est le fait qu'ils ne sont pas économistes ou bien quoi? Est-ce que vous arrivez à comprendre quand même leur position? Merci. Bien noté, Kanidek. Et on prend derrière lui à M. Kwamivi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Oui, je salue notre invité. Oui, je voulais vous poser quelques questions. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je voulais demander si vous êtes au courant de Bomamé. Oui, si vous êtes, s'il est au courant de ce qui se passe à Bomamé. Oui. Mais la liaison n'est pas très bonne, cher ami, avec vous, mais du moins, on a pu saisir cela. Je pense que c'est des rafles qui auraient eu lieu avant-hier, hier. Alors, Komi, bonjour. Monsieur Joachim, bonjour. Oui. Mon corps me fait très mal, mais j'essaierai d'aller comme ça. Je vous ai dit ici que ce gouvernement va démissionner pour insuffisance de résultats. Vous ne m'avez pas compris. Je demande à notre député qui a l'obligation de contrôler les actions de l'État. Pourquoi longtemps ils sont accrochés aux problèmes politiques, or qu'il y a des problèmes économiques que la presse révèle chaque jour dans la presse, que nous lisons. Ils ont les outils pour pouvoir inquiéter ce gouvernement-là. Et depuis des années, on ne le fait pas. On attend encore cette année prendre plus de 10 milliards, faire des élections. Oh, je ne trouve pas à manger à la maison. Je ne trouve pas à boire. Je n'arrive pas à me soigner. Monsieur Joachim, pourquoi nos députés nous font ça? Pourquoi vous nous faites ça? Merci. Il a bien noté, il a bien compris. Et nous allons prendre Maurice. Bonjour, Maurice. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Boris depuis Adjouan. C'est Boris. Nous vous écoutons alors. Bon, tout simplement, pour ne pas beaucoup parler ce matin, c'est pour dire aux Togolais que nous ne devons pas laisser les... Est-ce que vous avez une question à poser, cher ami? Pardon? Est-ce que vous avez une question à poser? Ce n'est pas des commentaires. Ma question est que, est-ce que nos leaders, les opposants n'ont pas d'autres stratégies qu'à se baser ou bien à n'attendre que les présidents d'autres pays, quoi? D'accord. Bien noté, puisque deux chefs d'État encore annoncés à Lomé dans la semaine. Jacques, bonjour. Oui, bonjour, Roger. Oui. Je salue votre invité. Merci. Bon, ce que moi, je vois et je dis, c'est que mon pays est malade. Donc, on est allé chercher 2 docteurs de la CEDEAO pour venir le soigner. Il faut que les gens soient d'accord sur ce que veut le peuple. C'est tout, pour que le Togo redevienne comme avant, c'est tout. Merci, bien noté. On est parti chercher le docteur qu'est la CEDEAO. Il faudrait que le docteur fasse ce que le peuple désire, le peuple souhaite. Alors, monsieur Ouro Akpo-Tchaniao, vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté et puis j'ai souri parce que c'est pas la première fois. La CEDEAO nous a déjà poignardé dans ce pays. Hein. Rappelez-vous, en 2005, c'est Obasanjo, Mamadou Tandja, Blaise Compaoré, tous ces gens-là qui nous ont imposé Faure Gnassingbé. Rappelez-vous cette phrase, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est pour justifier que non, que Faure Gnassingbé ne fera pas comme son père. Mais il a fait pire que son père. Il a fait pire que son père. Parce qu'à la mort de Yadema, la dette publique du Togo était inférieure à 700 milliards. Mais, après 5 ans d'exercice, Faure Gnassingbé a amené la dette publique du Togo à 1244 milliards en 2010. Et aujourd'hui, nous avions dépassé le plafond. C'est l'enrichissement illicite avec une minorité arrogante. Aujourd'hui, les gens se sont enrichis et ils ne veulent pas quitter.
Et face à ces crimes économiques, tels que vous le dites, l'auditeur demande pourquoi vous accrochez beaucoup plus aux problèmes politiques qu'au lieu de s'attaquer à ces crimes-là et de les juguler. Non, mais si vous ne changez pas de politique, parce que c'est les politiques qui dirigent tout. Nous avions dit il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui, l'exécutif dirige tout. Que ce soit l'Assemblée nationale, elle est mise au bottes, que ce soit la justice, là c'est encore plus grave. Vous l'avez vu, jamais le procureur de la République s'auto-saisir par rapport à toutes ces révélations. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, comment l'appelle-t-on, la dénonciation calomnieuse, n'est-ce pas? Donc, devant une dénonciation calomnieuse, c'est que le procureur de la République doit s'auto-saisir. Mais l'affaire des 26 milliards, c'est arrivé à ce niveau, mais jamais le contournement d'Alejo a été financé 2 fois. Il y a un problème lié aux emprunts au ministère de l'Agriculture. Avec des fonds, personne ne sait comment ça fonctionne. Mais personne ne dit. Donc, si on ne change pas le politique qui maintient tout ça là, mais on ne peut rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour donc, ça que... si on comprend très bien, honorable, êtes-vous en train de dire qu'il faut nécessairement de l'alternance avant que vous puissiez avoir les codes francs et travailler? Mais tout est bloqué. Non, mais quand même. Bon, je vais vous donner un exemple. Le 28 février 2017, lorsqu'on a augmenté le prix du carburant et que les chauffeurs de taxi sont sortis pour manifester, on a tué à l'habit. Oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un a réagi? Le procureur de la République, en principe, devrait s'auto-saisir. Mais il devrait s'auto-saisir. Mais est-ce que quelqu'un a réagi? Quelqu'un sort, on a tué, on a envoyé des chars aller écraser des gens au même lieu à Mango. On a poursuivi des jeunes jusqu'à dans les rivières qui se sont noyés. On a tué le jeune Yakoubou. Est-ce que les gens ont réagi? Les enfants, les élèves qui sont sortis dans la rue pour manifester à Dapaon, Douti Silaleng et Anselme Sinandare, on les a tués. Personne n'a réagi. À Sokodé, on a tué des gens. Oui, mais vous, donc, député, vous n'avez même pas pu interpeller la CNDH par rapport à ces crimes. Mais la CNDH... Oui. Devant vous, c'est vous qui les élisez. Mais vous vous rappelez l'affaire Kofi Kounté? Lorsque Kofi Kounté est parti, le nouveau secrétaire général qui est arrivé, il a dit que c'est une page qui est tournée. Vous avez vu un seul rapport. Vous avez vu un seul rapport. Ça vous dédouane de ces... Ça ne nous dédouane pas. C'est pour ça que nous sommes... C'est pour ça que nous... La CNDH est une coquille vide. J'assume. Moi, j'ai accusé la CNDH lorsque on nous a été arrêtés. Nous avions été arrêtés dans l'affaire des incendies. La CNDH a fait quoi? Si la CNDH avait réagi, Yakanou n'allait pas mourir. La IETN Yakanou a été abandonné. Malade, il a été torturé et abandonné. Mais si la CNDH, j'ai dit ça publiquement à l'Assemblée nationale en regardant le président de l'Assemblée nationale dans les yeux, que si nous avions été torturés, c'est parce que la CNDH n'a pas réagi. Et jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu un rapport de la CNDH sur les faits incriminés? Non. Vous avez une fois vu, même à Sokodé, ce qui s'est passé à Sokodé. La crise politique jusqu'à présent. Vous avez vu le rapport. Quand Asiba Johnson a été arrêté, qu'est-ce que la CNDH... Oui, mais la CNDH a réagi quand on avait parlé d'un cas au niveau de Baratao. Oui. Mais est-ce que la CNDH, vous avez cru la crédibilité? Il a fallu que le président du Ghana dépêche une délégation pour venir calmer les choses à Baratao. Alors, cette semaine, les chefs d'État, 2 chefs d'État commis par la CEDEAO seront encore à Lomé. Alors, vous pensez que nous devons nous accrocher toujours au... Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, les Togolais, on se rappelle toujours de la CEDEAO qui n'a jamais été du côté du peuple. Vous vous rappelez, quand Ibir Chambas était là, il y a Aïchatou Bindaoudou, tous ces gens-là, Mamadou Tandia, tout ça là. Donc, les Togolais sont là, ils attendent. Et Jacques l'a dit, si la décision que la CEDEAO va apporter ne va pas dans le sens de la volonté du peuple, la crise ne sera pas résolue. Et maintenant, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Bomamé? C'est-à-dire, on fait des rafles nocturnes. Non, c'est devenu la coutume de gestion au Togo. C'est-à-dire que pour obliger les Togolais à fuir le pays. Parce que avant, lorsqu'il y a crise, les Togolais quittent le pays. Ils fuient en masse. Mais aujourd'hui, les Togolais refusent de partir. Donc, on veut les obliger à partir. Et on fait des rafles partout. Mais les Togolais ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Ils ne vont pas quitter le pays. On peut nous tuer. Il y aura toujours. Nous allons sortir.
La dernière fois, quand on était à Sokodé, Jean-Pierre Fabre était à Sokodé, la population était sortie, braver les interdictions du préfet. Nous allons braver toutes les interdictions de Païdoua Boukessi à Lomé. Nous allons braver les interdictions de Massina. Même il peut nous tuer, mais il ne va pas tuer tout le monde. Jusqu'à ce que l'alternance arrive dans ce pays, dans l'intérêt de tout le monde. Est-ce que vos collègues au niveau de la commission de loi vous comprennent tout de même? Non, tout le monde comprend. Il y a l'effet majoritaire et puis ils sont entre l'effet, l'enclume. Parce que vous savez, au niveau de UNIR, les députés ne sont pas élus, ils sont choisis. Voilà. Alors que nous, on se bat pour être élus. C'est ça la différence. Maintenant, on vous interdit au niveau de Doufelgou. Les jeunes jeunettes. Non, ça c'est peut-être quelqu'un. Vous vous rappelez, il y avait aussi, ça s'est passé à Kara lorsque le CST était allé. Quelqu'un est sorti pondre un communiqué que Kara n'a pas besoin de changement et autres. Mais Kara, vous vous rappelez, hier, nous nous plaignons d'un de nos représentants, le président fédéral de l'ANC, Kouza, est sous menace de mort. Donc, à Doufelgou, mais le groupe des 14, le professeur Wala, a été empêché d'organiser des manifestations. Donc, ce qu'il raconte, c'est peut-être un groupuscule qui est resté dans une maison. Mais vous ferez fait de tout bois pour que la loi soit respectée dans le pays et que vous ne soyez pas empêchés là-bas pour faire vos activités politiques. Dans tous les cas, pour nous, personne ne peut nous empêcher d'aller où nous voulons. Donc, nous disons que le Togo appartient à tout le monde. Il n'y a pas même à Kara, si nous voulons aller, c'est vrai qu'on a empêché le professeur Wolou, on a empêché le PNP, on a empêché le parti des Togolais, mais nous nous battons pour que le Togo soit un pays où tout le monde est libre d'aller et revenir. Merci, honorable Ouro Akpo-Tchaniaou, d'être venu chez nous. Non, c'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Merci, messieurs et dames, c'est fini donc pour aujourd'hui. Derrière la belle vitrine, il s'appelle Kokou, le Parisien. Tout à l'heure, sous le coup de 9h, temps universel, Jacob Arama va vous donner rendez-vous pour le journal en EV. Soyez toujours branchés sur la fréquence, la 96.3, qui est également reçue sur le www.radiovictoire.fm en direct. Ou si vous n'avez pas l'application, essayez simplement de faire l'appel et puis rapidement, on vous le donne et vous allez mettre cette application sur votre portable. Partout où vous êtes sur la planète et vous nous recevez 5 sur 5. Excellente semaine à toutes et à tous.